Deux puissances nucléaires s'affrontent. Comme des prédateurs traquant une proie vulnérable, chaque camp guette le moindre signe de faiblesse chez l'autre. Avec la vie de millions, voire de milliards de personnes en jeu, il n'y a pas de place pour l'erreur. À mesure que la tension monte, une seule solution s'impose pour résoudre la crise. Un concours de danse. Voici donc un peu de contexte. Ceci est la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Plus précisément, il s'agit de la frontière entre la ville pakistanaise de Wagah et le village indien d'Attari. En 1947, l'Inde, alors colonie de l'Empire britannique, obtint enfin son indépendance. Le territoire fut ensuite divisé entre la région hindoue de l'Inde et les zones majoritairement musulmanes du Pakistan occidental, aujourd'hui le Pakistan, et oriental, aujourd'hui le Bangladesh. C'est bien plus compliqué que cela, mais c'est l'idée générale. La partition de l'Inde causa presque immédiatement des problèmes, avec des dizaines de millions de réfugiés fuyant vers l'un ou l'autre pays, ce qui entraîna des violences à caractère ethnique. Des conflits éclatèrent également autour de certaines régions, comme le Cachemire, encore disputé aujourd'hui. Depuis, le Pakistan et l'Inde se sont affrontés à plusieurs reprises, avec de nombreuses escarmouches à la frontière. Pour compliquer encore les choses, les deux pays possèdent l'arme nucléaire, rendant leur confrontation potentiellement catastrophique. Comme vous pouvez l'imaginer, la frontière entre ces deux pays est un lieu de tension extrême et de fierté nationale. Le poste frontière d'Attari-Wagah a été établi en 1947. Il se trouve le long de la Grand Trunk Road, une ancienne route reliant Kaboul, en Afghanistan, au Gange via le Pendjab, utilisée depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Au départ, le poste était improvisé. Quelques tambours, un tas de pierres blanchies à la chaux pour marquer la frontière et des guérites sommaires. Chaque guérite était peinte aux couleurs nationales, avec un mât de chaque côté. Pendant plus de 10 ans, ce n'était qu'un poste de contrôle basique entre l'Inde et le Pakistan. En 1959, tout changea, et cela commença par une retraite. La retraite, ici, ne signifie pas fuir. Il s'agit du moment où l'on abaisse le drapeau national en fin de journée. De nombreuses armées à travers le monde pratiquent leur rituel, qui consiste souvent en une cérémonie simple. Salut, sonnerie de clairon, musique ou autre forme d'observance. En 1959, les gardes-frontières indiens et pakistanais commencèrent à faire cette retraite ensemble. Mais avec la rivalité entre les deux pays, cela a évolué en un rituel complexe mêlant fierté nationale, précision militaire et beaucoup de théâtre. Au lieu d'abaisser simplement leur drapeau au son d'un clairon, les soldats de chaque camp s'adonnent à une démonstration nationaliste, tentant de surpasser leurs homologues d'en face. C'est devenu une source de fierté pour les deux pays, avec des milliers de civils qui acclament leur camp comme dans un match de sport, et non un affrontement militaire entre deux puissances nucléaires. Un peu avant le coucher du soleil, les foules sont galvanisées. Du côté pakistanais, on crie « Pakistan Zindabad !»« Vive le Pakistan !» tandis que les Indiens répliquent par « Bharat Mata Ki Jai !» ou « Victoire à Mère Inde !» Être dépassé par l'adversaire est impensable, alors les clameurs tonitruantes se poursuivent jusqu'au début de la cérémonie. Les soldats pourraient simplement marcher jusqu'au mât, baisser les drapeaux et rentrer chez eux. Mais cela permettrait à l'autre camp de mieux se montrer, ce qui est inacceptable. À la place, les Rangers pakistanais en noir et les membres des forces de sécurité frontalières indiennes en kaki sortent de leur caserne. Leur pilosité et leurs moustaches parfaitement cirées et soignées. Leurs bottes brillent comme des miroirs, les uniformes sont impeccablement repassés et ornés de médailles, d'écharpes, d'épaulettes et surtout de turbans colorés avec d'énormes crêtes en éventail sur la tête. Ils marchent à pas exagérés, balançant les bras bien plus que nécessaire et frappant le sol avec tant de force qu'on les entend par-dessus les acclamations de la foule. La partie la plus célèbre de la cérémonie, ce sont les levées de jambes. Chaque camp avance, tourne ou s'arrête en balançant la jambe au-dessus de la tête avant de la reposer brusquement, s'assurant de l'avoir levée un peu plus haut, un peu plus nette, un peu plus précisément que l'autre. Les soldats aux longues enjambées ouvrent alors les portails près des mâts, tandis qu'un soldat de chaque côté saisit la corde pour abaisser le drapeau, toujours avec des mouvements exagérés,
pendant que d'autres piétinent, tournent et provoquent leurs homologues. Par moments, ils semblèrent se livrer à un véritable concours de pose, levant les bras comme pour provoquer leurs rivaux. Les drapeaux sont ensuite abaissés, lentement et avec solennité. Bien sûr, aucune des deux équipes ne veut voir son drapeau tomber en premier. Alors elle se surveille de près, tandis que le croissant vert et blanc et la roue verte, blanche et orange se rapprochent peu à peu du sol. Une fois en bas, les drapeaux sont pliés et rangés jusqu'au lendemain. 2 soldats gradés de chaque côté s'avancent ensuite jusqu'au portail séparant les pays et échangent une poignée de main en signe de paix. Mais les hommes ne semblent guère intéressés par la paix, et le geste ne dure qu'un instant avant qu'il ne se détourne, impassible. Le portail est refermé, mettant fin abruptement à la cérémonie. Cela se répète chaque jour au coucher du soleil. Ceci est une explication de base de ce qui se passe. Le rituel complet peut durer jusqu'à 45 minutes, pendant lesquelles les deux camps défilent, chantent, tournent, prennent la pose, lèvent les jambes, crient, gesticulent, jouent des fanfares, se pavanent et se mettent en valeur sous les acclamations d'un public enthousiaste. Michael Palin, du groupe Monty Python, a décrit cela comme, je cite, « du chauvinisme dans toute sa théâtralité ». Il existe d'autres cérémonies de repli le long de la frontière indo-pakistanaise, mais aucune n'est aussi célèbre ou exubérante que le spectacle à Atari Wagah. La perception générale de cette tradition est partagée. Pour ceux qui y participent, c'est une source de fierté, chaque camp voulant démontrer sa supériorité. Les citoyens des deux pays traitent l'événement comme un festival ou un match sportif, et encouragent bruyamment leurs représentants. Chaque pas ou geste net est acclamé comme si un but avait été marqué au football, ou un point gagné au cricket. Beaucoup pensent que cette cérémonie de repli est une tradition inoffensive, préférant une sorte de danse guerrière, quotidienne à une guerre ouverte entre les nations rivales. Mais d'autres estiment que ce rituel renforce un nationalisme exacerbé, difficile à nier quand on observe la ferveur du public qui s'y rassemble chaque soir. Ils pensent que la cérémonie ne fait que renforcer les divisions entre les deux pays, creusant le fossé et rendant la paix encore plus difficile à atteindre. Même les participants pensent que cela a peut-être un peu trop dégénéré. En 2010, les deux parties ont convenu que certains gestes plus agressifs, comme serrer le poing avec le pouce levé, seraient à supprimer. Bien que cela reste globalement pacifique, ce n'est pas toujours le cas. En 2014, un attentat suicide a eu lieu juste après la cérémonie, faisant 60 morts et 110 blessés côté pakistanais. Aucun blessé n'a été signalé côté indien. En mai 2025, la cérémonie de passage à la frontière a été suspendue en raison des tensions croissantes entre le Pakistan et l'Inde. Après un attentat en Inde ayant entraîné des représailles militaires indiennes, la cérémonie a repris, mais de façon bien plus modérée. La situation géopolitique étant trop tendue pour permettre une ambiance de carnaval. Malgré ces événements, il ne fait aucun doute que la cérémonie frontalière la plus extravagante au monde perdurera tant que l'Inde et le Pakistan partageront une frontière.